Bonjour Hervé Morin. Bonjour Frédéric Rivière. La France va effectuer des frappes aériennes en Syrie. Votre groupe parlementaire, par la voix de Philippe Folliot hier, a soutenu cette décision du chef de l'État lors du débat qui avait lieu à l'Assemblée nationale. Vous croyez à l'efficacité de ces interventions ? Écoutez, pour ma part, j'ai clairement évoqué l'idée que c'était une gesticulation. Ça ne changera bien entendu rien à la situation. Reconnaissons que les frappes aériennes ont stabilisé la situation en Irak. Ça a probablement évité que Bagdad ne tombe dans les mains de Daesh il y a quelque temps. De là à considérer que ça va régler la question en Syrie, bien entendu non. Je discutais dernièrement avec un universitaire français qui revenait de la situation, qui connaît très bien le Moyen-Orient et qui me disait que Daesh arrivait très bien à construire son emprise sur le sol en dépit des frappes aériennes. Le Premier ministre, Manuel Valls, a dit hier, dans son propos préliminaire, que la France choisirait seule les objectifs qu'elle allait frapper. Est-ce que c'est possible, ça ? Oui, à la marge, mais honnêtement, qu'est-ce que ça change ? La question, c'est... Il y avait là comme l'affirmation d'une souveraineté. Oui, enfin, la souveraineté il faut savoir que une opération militaire comme celle-ci, à un moment ou à un autre, vous avez forcément le soutien américain. Soit vous avez le soutien pour ravitailler les avions, soit vous avez le soutien sur les moyens d'observation. J'allais dire, dès lors que vous décidez de frapper en Syrie, là où les Américains des pays arabes le font, les Canadiens le font depuis des mois, honnêtement, je vois pas qu'est-ce que ça change. Tout ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas faire une intervention au sol. Que c'est une opération de 100 ou 150 000 hommes au bas mot, que le risque d'enlisement est absolument considérable. Moi, je suis pour une force type FINUL, c'est-à-dire une force d'interposition permettant de garantir des espaces de sécurité pour faire en sorte que les Syriens qui sont aujourd'hui aux portes qui sont à la frontière de leur pays, dans les pays limitrophes, ne se disent pas que la seule solution c'est d'aller en Europe ou ailleurs et qu'ils se disent qu'il y a un début de solution pour éventuellement revenir dans le pays. Mais une intervention militaire, c'est au moins déjà pour qu'elle puisse se déployer, c'est 9 mois ou 1 an, c'est 100 ou 150 000 hommes, ça veut dire que ce sont les Américains qui sont en première ligne. Mais est-ce que ça n'est pas la seule solution pour venir à bout de l'État islamique ? Non, je pense qu'il y a aussi à réarmer ceux qui sont au front, j'allais dire, comment on fait de l'armée irakienne une armée solide, est-ce qu'on peut pas s'appuyer sur les sunnites modérés, il y a bien entendu aussi le retour de l'Iran dans le jeu, j'observais, si j'en crois les informations que j'ai pu lire, que les Iraniens revenaient et commençaient à être présents. Tout cela sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Mais ayons en tête qu'une opération militaire terrestre, c'est un risque d'enlisement absolument considérable et que ce que nous avons vécu en Irak et pour nous en Afghanistan, nous risquerions de le revivre. Alors, le Premier ministre a souligné hier que ces frappes aériennes françaises ne devaient en aucun cas revenir à aider Bachar el-Assad. Est-ce que c'est possible, ça ? Est-ce que, de fait, si on combat les ennemis de Bachar el-Assad, on ne l'aide pas indirectement ? Écoutez, il faut se dire les choses. Si vous tapez Daesh, il est clair que Daesh, à un moment ou à un autre, si vous arrivez à affaiblir Daesh, il est évident que cela amène à renforcer de près ou de loin, indirectement, même si c'est pas votre volonté, Bachar el-Assad. Voilà, il faut pas se raconter d'histoire. De là à le soutenir, de là à lui apporter un soutien militaire, de là à le faire rentrer dans le jeu de la résolution de la crise, c'est autre chose. Mais on ne peut pas dire que affaiblir celui que vous combattez, ça ne revient pas à renforcer l'autre. La présence militaire russe se renforce en Syrie aujourd'hui. Qu'est-ce que cherche Vladimir Poutine, d'après vous ? Il y a toujours l'éternelle question de l'accès à la Méditerranée. Bon, ça c'est pas nouveau. Je rappelle que la Syrie a des accords de coopération militaire depuis très longtemps avec la Russie. Tout ça, faut pas l'oublier. Ce que je crois, c'est que les Russes sont aujourd'hui à la fois liés à cet accord ancien, qui date du père de Bachar el-Assad, et deuxièmement, probablement aussi, comme tout le monde, très inquiet de l'évolution au Moyen-Orient et du risque de domino qui peut exister.
Alors à propos de la Russie, l'Assemblée nationale doit se prononcer demain sur l'accord conclu avec la Russie après l'annulation de la vente des 2 navires de guerre Mistral. Il s'agit en fait d'une validation a posteriori puisque la Russie a déjà été remboursée directement de la Banque de France à la Banque centrale russe à hauteur d'environ 1 milliard d'euros. Vous allez valider, vous, cet accord? Vous allez l'approuver? Je voterai ce texte. Je voterai ce texte parce que je pense qu'on ne peut pas livrer des armes, même si ça ne change absolument pas le rapport stratégique, on ne peut pas livrer des armes ou du matériel de guerre à un pays qui ne respecte pas son voisin. C'est aussi simple que ça. J'ai toujours soutenu l'idée qu'on ne pouvait pas céder ces bateaux, même s'ils étaient terminés. J'ai été celui qui a lancé les discussions donc sur le Mistral. C'est ma décision qui a été ensuite validée par 2010. Un conseil restreint. Non, un avant petit peu ça, avant, ouais. Conseil qui a été validé ensuite par un conseil restreint à l'Élysée. Mais en même temps, voilà, vous pouvez pas livrer du matériel de guerre à un pays qui indirectement a créé le plus grand trouble dans la région. C'est pas possible. Mais on peut vendre des armes à des pays pas forcément démocratiques. Ben dans ce cas-là, Frédéric Rivière, l'équation elle est simple. On peut être en effet sur ces principes-là, mais dans ce cas-là, on décide de renoncer à avoir une industrie de défense. Une industrie de défense, en France, c'est 250 000 personnes qui bossent grâce à ça. Et ce sont des conséquences sur l'industrie civile qui sont considérables. Je ne suis pas convaincu que nous aurions Airbus aujourd'hui si nous n'avions pas eu une industrie de défense. Pourquoi cette exigence est-elle à géométrie variable? L'exigence, elle est simple, c'est que vous avez en effet des pays qui ne sont pas démocratiques, mais qui ne sont pas en guerre. Et de l'autre, vous avez un pays qui a très clairement été facteur de division, de sécession dans les pays voisins. C'est tout de même pas tout à fait la même chose. Un débat a lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur la question des réfugiés. Vous attendez quoi de cette séance? J'en attends qu'on dise des choses assez simples. Vous voyez bien que l'histoire des quotas, ça tient pas la route une minute. Vous voyez bien que quand vous en aurez accueilli 120 000, vous en aurez 250 000, 300 000, 400 000, 500 000. Ce qui s'est passé en Allemagne est d'ailleurs frappant. Vous avez créé un phénomène absolument majeur d'aspiration. D'appel d'air? D'appel d'air considérable. Deuxièmement, vous voyez bien que la question des quotas par pays dans un espace qui est Schengen ne tient pas non plus la route, il faut le dire. Parce que vous voyez bien que quand vous êtes en Pologne, rien ne vous empêchera ensuite d'aller en Allemagne ou d'aller en France. Bon, donc il faut dire ces choses-là et il faut donc il faut réformer Schengen. Non, mais attends, on peut réformer Schengen, c'est autre chose. Il y a 2 choses qu'il faut réformer, ça c'est très clair, ou qu'il faut faire parce qu'on l'a jamais fait. C'est toute l'impuissance européenne. C'est d'une part faire en sorte qu'on ait un droit d'asile commun. Je rappelle que la décision du Conseil européen date de 79 sur la construction d'un droit d'asile commun. Et deuxièmement, c'est les accords de Dublin qui font peser une charge beaucoup trop lourde sur les pays d'accueil immédiat. Donc il y a ces 2 aspects à voir. Mais de l'autre, moi j'attends de ce débat de rappeler que d'abord et avant tout, la question des migrants, c'est la question du commencement de la résolution de la crise de la Syrie. C'est ça le sujet. C'est pas l'accueil en tant que tel. Merci Hervé Morin. Bonne journée.